Donc ce vœu est rejeté. Ensuite, j'avais un certain nombre de questions orales. Ah, il y en a 4 vœux? Oui. Oui, parce qu'en fait. De quoi s'agit-il? Pardon, les deux premiers. Vous avez un 4e vœu? Oui. On l'a envoyé par mail. Ah bon. Vous l'avez envoyé quand? Je vous l'ai envoyé. Dans les temps? Si c'est pas dans les temps, Si c'est dans les temps. Alors de quoi s'agit-il? Alors, ça serait pour mettre en place une politique pragmatique et solidaire pour lutter contre les inégalités femmes et hommes. Ce que nous proposerons, c'est que cette politique... Ah, ben voilà, attendez juste Michel qui nous montre les prix. Félicitations. Alors, le sport. C'est le sport? C'est pas le sport, non. Ah, ce qu'on propose, c'est de mettre en place une politique pragmatique et solidaire pour lutter contre les inégalités femmes et hommes. Donc, par les démarches éducatives, en informant et sensibilisant le grand public de tout âge, lancement d'une campagne pour sensibiliser aux inégalités femmes et hommes par des supports de type affiches, dépliants, adaptés aux enfants et aux adultes, visibles au grand public, disponibles sur les lieux publics, mairies, services publics, établissements publics, établissements scolaires, par des actions cohérentes et efficaces, accessibles à toutes les femmes, de lutte contre le harcèlement et les violences faites aux femmes, un cours de self-défense offert à toutes les putes éoliennes, un dispositif d'urgence municipal en partenariat avec les services de l'ordre et les services sociaux pour aider les femmes victimes de violences afin qu'elles disposent d'un soutien financier, d'un hébergement et d'un suivi social. D'une police de proximité, notamment dans le haut, par des actions solidaires et équitables pour aider les femmes à concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle, des places en crèche, des aides financières pour aider les femmes isolées, les femmes souffrant d'un handicap à entamer sereinement une recherche d'emploi ou se maintenir dans l'emploi pour mieux vivre leur travail. On continue ou allez, je vois que ça chuchote. Alors je continue. Par des actions, je reprends, par des actions solidaires et équitables pour aider les femmes à concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle, des places en crèche, des aides financières pour les femmes isolées et les femmes souffrant d'un handicap, à entamer sereinement une recherche d'emploi ou se maintenir dans l'emploi pour mieux vivre de leur travail, un soutien aux mères d'un enfant handicapé, c'est-à-dire accès aux droits, une aide psychologique, favoriser l'inclusion scolaire des enfants, un droit au logement et au logement social adaptable aux personnes à mobilité réduite, à proximité des transports en commun, et par la mise en œuvre de la parité et l'égalité salariale femmes-hommes dans les divers services municipaux pour assurer une égalité professionnelle. C'est un véritable fourre-tout. Ouais, c'est pas fourre-tout. C'est un fourre-tout, madame. Et de son cas, si vous voulez, quand vous parlez justement des cours de self-défense ou faire toutes les putes éoliennes, ça fait que je pense que c'est des propositions un peu stéréotypées. Il n'y a plus qu'à mettre des cours Offrir un cours de self-défense, c'est stéréotypé? Bien sûr, pour s'adresser qu'aux femmes, il y a des heures aussi, on devrait leur mettre les cours de couture. Là, je trouve que c'est quand même un peu fort. Si vous voulez étendre à tous les gens, mais tout on travaille à l'égalité. Et vous parlez par exemple des enfants handicapés, vous parlez des femmes et des pères qui ont aussi des enfants handicapés. Pourquoi est-ce que ça s'adresserait qu'aux femmes? Je ne comprends pas l'égalité homme-femme, c'est pas de dire il n'y a que les femmes toujours en avant. C'est un sujet, on travaille à l'égalité, madame. Et puis quand vous parlez de la police, nous faisons des propositions, nous n'avons pas dit que nous la police de proximité, c'est c'est une police pour tous. Donc ça, moi je... si vous voulez, oui, c'est une police pour tous. On va ouvrir on n'a pas étayé cette proposition, mais si vous voulez ouvrir à tous les gens, il n'y a pas de souci. Non, mais vous avez mis en place une politique pragmatique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Pragmatique et solidaire pour lutter contre les inégalités femmes-hommes. Écoutez, moi je voudrais que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est que cette politique pragmatique. Vous voulez que je vous définisse ce mot pragmatique? Oui, non, dans le cadre, non, je vous demande pas de changer dans la bouche, je vous demande dans votre titre, qu'est-ce que c'est que la politique pragmatique pour lutter contre les inégalités femmes-hommes? Qu'est-ce que c'est que ça? Nous faisons une proposition, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que j'estime que si vous voulez là, on travaille trop sur l'inégalité et non pas sur l'égalité, et c'est ça qui me gêne.
Alors déjà, c'est pas une inégalité. Madame Dupuis, tout à l'heure, vous a fait dans son rapport, on fait déjà énormément de choses, des actions en faveur notamment de l'emploi des femmes. Alors, je vais reprendre parce que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Alors, la démarche éducative, elle cible tous les publics. Oui. On soit bien d'accord, il n'y a pas d'inégalité entre les sexes ou le genre, ce que vous essayez de sous-entendre. Les actions cohérentes, les actions cohérentes et efficaces de lutte contre le harcèlement et les violences faites aux femmes, il s'agit bien des violences faites aux femmes. Là, je parle des violences faites aux femmes, je précise bien. Donc, c'est pour ces actions-là que nous proposons un cours de self-défense. C'est la proposition pour lutter contre les violences faites aux femmes. Je ne suis pas en train de dire, je ne sais pas ce que vous essayez d'interpréter, moi je vous dis clairement que ce que nous proposons sont des actions cohérentes et efficaces de lutte contre le harcèlement et les violences faites aux femmes. Et ce que nous proposons pour ces femmes-là qui subissent des violences, un cours de self-défense, un dispositif d'urgence et une police de proximité. Vous pensez que c'est un problème de... je ne sais pas, ça ne vous convient pas? Quel est le problème avec ces propositions moi, je trouve que ce qui est bizarre, c'est que d'abord c'est un sujet sérieux. C'est très sérieux. Les violences faites aux femmes. Et jamais, pourtant Dieu sait si j'ai assisté à des conférences sur le sujet, et notamment menées par les commissaires de police et autres, jamais on m'a proposé une chose pareille. C'est-à-dire ce cours de self-défense, uniquement d'ailleurs offert c'est la prévention. Aux putéoliennes. C'est ça. Ah ben oui, il y a des hommes battus, mais ceux-là, on les évoque pas. Non, mais là, on parle de harcèlement et les violences faites aux femmes. Donc c'est le titre. Écoutez, moi, je vois en tout cas des femmes qui viennent me voir, et qui bien souvent sont des femmes battues. Elles veulent jouer la discrétion absolue. Bien souvent, d'ailleurs, elles ne veulent même pas. C'est un dispositif de prévention. Oui, il faut dissocier des actions et de la prévention. Je n'ai pas très bien compris l'histoire des femmes battues qui restent dans la discrétion. Oui, la discrétion totale. Elles ne veulent même pas aller porter plainte pour certaines. Mais écoutez, moi, nous les recevons, hein, et c'est vrai qu'on les pousse justement à aller jusqu'au bout de ces démarches, ou sinon elles ne veulent pas le faire. Et en ce qui concerne, j'ai oublié justement, des actions sont menées également, je l'ai dit, en faveur de l'emploi, ça on l'a vu, des actions également en faveur du sport féminin. Puisque l'association Sport Thai Box propose chaque année une semaine d'ateliers d'initiation gratuite aux femmes qui s'initient à ce sport pour répondre justement au cours obligatoire de self-défense. Là, je ne savais pas que ça va dans le sens que vous évoquez. Et enfin, les dispositifs d'urgence sociale, elles relèvent d'ailleurs plus de l'État, de la compétence de l'État et du département. C'est ce que vous dites aux femmes que vous recevez, que c'est pas notre compétence, c'est l'État qui gère. Je les accompagne, madame, je leur explique ce que l'on peut faire et je les accompagne justement de manière à régler leurs problèmes. Qu'est-ce qui empêche une ville de mettre en place un dispositif? Parce qu'il y a des choses qui ont déjà été faites. C'est comme tout, madame. Il y a des compétences qui sont liées à certaines choses, que si vous me disiez par exemple, mais pourquoi est-ce que vous n'occupez pas des collèges? Les collèges, c'est pas de ma compétence, tout simplement. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous recevons ces femmes, nous les écoutons, et comme je vous dis, ce que je constate en tout cas, c'est que ces femmes, elles sont très réticentes à aller porter plainte. Ce que demandent ces femmes-là, la première chose que demandent ces femmes-là, c'est un soutien financier, c'est un hébergement d'urgence et un suivi social. Non. C'est ce qu'elles attendent d'une collectivité. Non, pas d'une collectivité. Ça, c'est du domaine départemental et non pas du domaine communal. Ce qu'elles demandent surtout, c'est une écoute. Elles demandent également, justement, qu'on puisse trouver des solutions pour échapper à la violence des hommes, qui sont souvent donc, leurs conjoints. Et puis, voilà. Si vous savez, il y a non seulement cette violence physique, il y a aussi ce qui est beaucoup plus difficile, c'est la violence morale. Ça, on n'en parle pas assez. Ces personnes-là rencontrent des hommes qui finalement prêchent le chaud et le froid, et qui bien souvent, un jour,
les diminue moralement et le lendemain leur offre des fleurs. Donc ça aussi, elles sont prises dans cet engrenage, elles n'en disent mot pendant des années, et c'est bien souvent, il faut les pousser un petit peu à aller au-delà pour qu'elles puissent justement se confier et qu'on puisse les aider. C'est très compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Moi, j'en reçois souvent, hélas, bien trop d'ailleurs, et je vous dis, elles veulent rester un petit peu, que leurs histoires en tout cas, restent discrètes, secrètes, elles ne souhaitent pas à ce que ce soit étalé. Mais l'action, les actions de la collectivité doivent être dans l'agir. Là, ce que vous me dites, c'est. Oui, mais nous assistons notamment au niveau de l'emploi, parce que bien souvent, ces femmes. C'est ce qu'elles attendent, ces femmes, qu'on soit aussi dans l'action. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, chère madame. Et notamment, ces femmes-là, bien souvent, elles n'ont pas d'emploi. Elles sont soumises et elles sont sous le joug de leur ami ou de leur époux. Et par conséquent. D'un hébergement. Non, elles n'ont pas forcément besoin d'un hébergement. Elles ont surtout besoin d'un emploi pour pouvoir s'en sortir déjà. Et puis, bien sûr, au niveau de l'office HLM, nous en logeons certaines. Donc vous arrivez quand même à mettre en place des choses. Mais bien sûr qu'on met en place des choses. Je ne sais pas, madame Dupé, tout à l'heure, vous êtes dans la capacité de mettre en place des choses. Elle vous a expliqué un certain nombre d'actions qui sont mises en place. Bien sûr, on n'a pas attendu, on a une politique de prévention des violences et d'accompagnement des personnes, et notamment via la maison du droit et de la famille. Donc, M. Malmet pourrait vous en parler, puisque bien souvent, vous n'allez jamais à la maison du droit. Ah si, j'ai déjà été à la maison du droit. Maintenant, ce que je vous demande, c'est qu'est-ce que vous voulez faire pour ces femmes? On a déjà fait beaucoup de choses. Et on continue d'ailleurs, puisque j'ai mis en place cette commission, et j'en ai donné la présidence à Madame Dubu, qui vous a déjà dit tout ce qu'elle avait fait et tout ce qu'elle allait faire demain pour 2018, et notamment sur la prostitution, etc. Parce qu'il n'y a pas que les violences faites aux femmes, il y a aussi d'autres volets. Et par conséquent, cette commission que nous avons souhaité évolue, d'ailleurs il y a un homme qui en fait partie, est très importante. Et donc nous l'écoutons et nous prenons juste des dispositions. C'est très intéressant d'avoir des personnes qui étudient ce genre de sujet. Mais nous écoutons toutes ces personnes. Il y a un suivi social, comme l'a dit Mme Dubu, il y a un suivi social, il y a de temps en temps l'hébergement, lorsque c'est d'urgence, et puis aussi un soutien financier via le CCS. Donc vous estimez qu'il y a quand même une nécessité à mettre en place ces dispositifs. Oui. Quand on vous propose de mettre en place justement de l'acter, de formaliser ce dispositif d'urgence, c'est compliqué. Non, c'est déjà fait. Vous dites non, ce n'est pas formalisé, il n'y a pas un dispositif d'urgence à plutôt. Ah non, parce que moi je les héberger et je ne veux pas, madame, ça avait déjà été présenté par madame Jeanne en son temps, je ne veux pas qu'il y ait un dispositif spécifique pour les femmes victimes de violences. Madame Jeanne avait imaginé qu'on pourrait avoir justement une maison réservée aux femmes battues. Je suis tout à fait contre ce genre de choses, étant donné qu'on montrerait du doigt toutes ces femmes qui sont battues. Elles n'ont pas envie qu'on sache qu'elles sont battues, elles veulent faire ça dans la discrétion. Je suis désolée de vous le redire, mais c'est ainsi, en tout cas, moi, les personnes que j'ai reçues, non, je ne sais pas. Mais le dispositif est formalisé via la maison du droit et de la famille. Il est également dans tout ce que réalise la commission égalité hommes-femmes. Donc tout ça, ça a déjà été fait. Donc on ne va pas recommencer. On ne recommence pas, moi je vous propose. Chaque fois, vous proposez quelque chose et je suis vraiment désolée de ne pas aller dans votre sens, mais tout cela, c'est déjà mis en place. Non, mais tout cela, c'est déjà mis en place, madame. Donc, essayez de regarder, de suivre un petit peu plus nos actions. Ah, mais je suis très bien vos actions. C'est pour ça que je vous fais des propositions. C'est qu'il y a un manque, il y a une absence de cohérence même avec ce que vous dites, parce que vous nous dites que vous recevez ces femmes, que vous les écoutez, et que vous n'êtes pas en capacité de les aider. À un moment donné, je pense que vous voyez bien qu'il y a un besoin. À partir du moment qu'il y a un besoin, il faut mettre en place un dispositif. C'est pas un dispositif, c'est au cas par cas.
que nous travaillons sur ces problèmes. Ça s'appelle un dispositif. Eh bien, écoutez, vous appuyez ça comme ça. En tout cas, moi, je ne veux pas qu'il y ait quelque chose de spécifique. Elles sont entendues et on est en train d'ailleurs de travailler sur autre chose, c'est-à-dire sur les numéros d'urgence, de manière à ce qu'elles aient un numéro pour qu'elles puissent appeler. Elles ont un numéro d'urgence, elles ont une écoute, qui est indispensable d'ailleurs hein, pour les victimes de violences. Et il y a des centres d'information également, il y a la maison de droit et également des hébergements. Monsieur Malvern. En fait, ce qui se passe, c'est que pour ces personnes-là, il y a tout le travail qui est à faire, c'est un accompagnement d'abord juridique, pour savoir où elles en sont, et voir un peu les amener justement à déposer une plainte, faire une main courante, une plainte. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, je réponds. Donc, il y a tout un travail d'accompagnement qui est fait dans le cadre de la maison du droit de la famille pour amener ces personnes-là à verbaliser et puis donc à aller jusqu'à franchir la porte du commissariat pour déposer. Et ensuite, il y a tout un travail évidemment social. Il faut accompagner ces personnes pour qu'elles puissent avoir une autonomie financière, évidemment, retrouver un emploi. En fait, c'est un projet global et d'ensemble qui est fait pour ces personnes. Quand il y a plus des enfants, ça rend plus complexe la démarche. Mais ce travail, il est fait, oui, c'est vrai, il est fait pour ces personnes. Alors après, la question de la structure d'urgence, le problème en plus, c'est que pour les éoliennes, si elles ont besoin de comment dire, s'éloigner, il ne faut pas qu'elles restent à plutôt même. Il y a la session passerelle qui gère des centres d'hébergement et d'urgence pour ces femmes-là, et là, on leur propose d'y aller, il n'y a pas de problème, pour pouvoir se reconstituer. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Non, mais Donc la politique formalise un dispositif plus complet. On formalise rien du tout. On a déjà une politique très forte en ce qui concerne la lutte contre l'inégalité homme-femme, via, je vous dis, la Maison du droit de la famille, via notre commission. Par conséquent, c'est largement suffisant. Et on est là surtout à l'écoute des uns et des autres pour justement les aider dans la discrétion. C'est ça qui est important, c'est dans la discrétion. Oui. Excusez-moi. Je voulais juste renforcer ce que vous dites, Madame le maire, parce que moi je me suis occupée par le passé, j'habitais dans le sud, et de personnes comme ça, et elles voulaient vraiment rester dans la discrétion. C'est un travail qu'on fait dans l'ombre, et un suivi, donc bravo, parce qu'on n'a jamais parlé ensemble, et c'est vrai que c'est exactement ça, vous avez bien décrit le comportement de ces femmes, elles ne veulent pas être vues, elles ne veulent pas être, en parler comme ça en public, donc les mettre dans une case, ce serait vraiment les montrer du doigt, et voilà. Non, on ne veut pas les mettre dans une case, on ne veut pas les remercier. C'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est un petit peu ça. Non, c'est formaliser un dispositif. Pas du tout. Quand elles arrivent normalement à l'écoute, il y a tout le secret professionnel. Donc, si le dispositif était mis en place, il n'y aurait pas à chercher à savoir comment faire pour l'aider, parce que le dispositif déjà existe. Vous savez, il faut aussi qu'il y ait des spécialistes. À la Maison du droit et de la famille, il n'y a que des spécialistes qui sont à même justement de donner les bonnes indications, les bonnes orientations. Par conséquent, on a justement à disposition des personnes adéquates. Donc je ne peux pas moi accepter de dire qu'on va lancer une campagne. On a déjà fait ce qu'il faut. Non, mais là, c'est pas une campagne, là vous mélangez tout. Donc, là, vous avez mis là plusieurs choses. Il y a une campagne à destination de tous les publics, sans distinction de genre. Et puis après, nous vous parlons d'actions concrètes et efficaces, dont le dispositif d'urgence et le cours de self-défense et la police de proximité. Puis on vous propose des actions solidaires et équitables pour les femmes isolées et qui souffrent d'un handicap. Et on vous demande de mettre en œuvre la parité et l'égalité salariale femmes et hommes dans les différents services municipaux. Donc il y a quelque chose. C'est déjà fait, ça. Ça déjà fait. Vous l'avez quand même lu dans ce rapport, dans ce inégalité homme-femme, on vous explique plus tard. Si tout est fait. Oui, mais c'est parce qu'il y a une chose qui est faite. Je vais vous reprendre. Et je ne suis pas d'accord. Le rapport égalité homme-femme, on va le reprendre. Et vous allez voir les chiffres. Où est-ce que je vais dire ça? Ben, si c'est fait, c'est que vous pouvez continuer dans la ligne. Si c'est fait, je ne vais pas recommencer 10 fois. Attendez, je vais vous redonner les chiffres.
vous avez l'encadrement où les femmes sont largement majoritaires, hein, puisque c'est surtout ça. 75% de femmes sur des emplois fonctionnels de direction, 56% de femmes sur des postes de direction. La répartition par catégorie d'emploi, ça, je ne le dis pas, les professions filières. Alors, les écarts de rémunération. On observe un écart moyen de rémunération en faveur des hommes de 3% en catégorie A. Donc c'est toujours les hommes. La rémunération des hommes est inférieure à 0,96% en catégorie B. Donc vous voyez, on est déjà bien au-dessus. Les maisons centrales, c'est pareil. On va parler de la catégorie C. Pardon? Dans la catégorie C, il y a un écart. Oui, parce que ça, c'est des métiers techniques et généralement, ils sont occupés par des hommes. C'est pourquoi? Ah ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Si vous trouvez. C'est surtout, bah oui, c'est surtout, par exemple, il n'y a pas d'égalité. Les travail à la voirie, par exemple, c'est pas une femme qui peut se mettre derrière. Ah non, quand même. Un vol 93, c'est une femme. Pardon, c'est ça métier d'homme, camionneur? Je parle pas des camionneurs, je parle du service voirie. Par exemple, il y a encore 100 ans, c'était des hommes. Aujourd'hui, les terrassiers, il n'y a pas beaucoup de femmes. non, il n'y a personne. On n'a pas de terrasse de destination. Il n'y a personne au terrassier. Bien sûr. Bon, écoutez, toutes ces actions, on les a mises en place et par conséquent, moi, je ne peux pas accepter un vœu tel que ce vœu. Donc, je mets au voie ce vœu qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Ce vœu est rejeté. J'avais un certain nombre de questions, les questions orales. Les questions orales de M. Prévert. Heureusement que je les ai fait court, cette question. Comment ça se fait tard. Nous avons 3 sujets. Alors, il y a 3 questions sur des sujets d'actualité, et puis il y a une autre petite question de plutôt lien. Là sont des questions de notre groupe, tout d'abord sur le parking souterrain. Dans la nuit du dimanche 25 et du lundi 26 février, un incendie a éclaté dans le parking souterrain de la résidence HLM du Carré-Vert sur le Puteaux. Plusieurs dizaines de véhicules selon les pompiers ont été détruits. Alors vous avez affirmé dans un courrier adressé aux locataires que l'origine de feu était volontaire. Je l'affirme encore aujourd'hui. Voilà, il y a des images vidéo. Oui. Or, il apparaît donc que les portes de ce garage étaient laissées ouvertes jour et nuit depuis plusieurs semaines. Les locataires ont payé pour un parking sécurisé qui ne l'était pas, en tout cas il n'était pas fermé. D'autres parkings souterrains sont aussi laissés ouverts, pour certains depuis le mois de décembre. C'est le cas à Lorilleux, ce soir encore à Lorilleux, à Vieille-Église et aux Rives-de-Seine. Donc pouvez-vous nous dire quelle est la cause de cette défaillance, puisque ce n'est pas d'un seul cas, mais plusieurs. Qu'est-ce que vous comptez faire pour le corriger au plus vite? Je ne reviens pas sur... Je parle globalement, et je ne parle pas précisément du parking souterrain de la résidence HLM du Carré-Vert ou de votre courrier au locataire. Vous évacuez complètement votre responsabilité sur cet acte, votre co-responsabilité sur cet acte, puisque le portail était laissé ouvert et donc facilement accessible aux personnes qui ont commis cet incendie. Monsieur le maire, l'incendie s'est produit effectivement, vous l'avez dit, le 26 février, il y a 1h41 du matin. Et cet incendie au Carré-Vert a été vraiment d'une rare violence et il a endommagé un certain nombre de véhicules. Au regard des vidéos qui ont été enregistrées par nos caméras, on peut dire d'une façon claire, l'affirmer, que cet incendie est d'origine criminelle. On voit très bien 3 jeunes s'introduire dans le parking avec une espèce de, je sais pas, quelque chose à la main et mettre le feu justement volontairement à ce parking. Donc la police est en train de, après avoir regardé les vidéos, de voir avec notamment la police de Nanterre, de voir ce qu'il en est. Apparemment, il y aurait déjà une des personnes qui aurait été reconnue. Alors évidemment, le diagnostic il est très lourd de conséquences, pour des raisons de sécurité. Le parking a été interdit au public. L'expert est venu encore aujourd'hui. Et je pense qu'on aura dans 3-4 jours la possibilité de sortir les voitures du 2e et 3e sous-sol. Et en ce qui concerne
les voitures qui ont été calcinées du premier et je ne sais pas comment ça marche, le premier et puis entresol, et bien là, les experts devront venir pour constater donc les dégâts. En ce qui concerne cette fameuse, comment on appelle ça, cette grille-là qui ne fonctionnait pas, nous l'avons réparée à moult reprises et en raison des incivilités, elle a été cassée à intervalles réguliers. Donc c'est compliqué, je veux dire, d'arriver à garder ce parking fermé. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons mis le poste annexe mobile. C'est pour cela d'ailleurs que depuis ce qui est arrivé, eh bien, nous gardons ce parking avec donc des personnes qui sont là jour et nuit. En ce qui concerne les autres parkings, le parking de la vieille église a été réparé, donc ça c'est chose faite. Le parking de Lorieux, il le sera le 8 et le 16 mars prochain, donc ça ce sera une chose faite. En ce qui concerne le parking de Lorieux d'ailleurs, c'est pas tout à fait, tout n'est pas cassé, hein, c'est simplement les barrières intérieures qui ne fonctionnent plus. Et en ce qui concerne le parking des Rives de Seine, il le sera dans les 10 jours. En ce qui concerne le parking des Rives de Seine, eh bien, c'est une personne qui, du fait de la neige, a glissé et est rentrée dans la porte. Voilà. Il y a aussi les conditions atmosphériques qui ont fait que, eh bien, il y a eu ces problèmes avec les parkings. Voilà. Question suivante. En tout cas, j'espère que les auteurs vont être très très vite, tout ça va être confirmé, cette piste criminelle, et que les auteurs seront non seulement retrouvés, mais punis et punis sévèrement. Nous souhaitons aussi que les systèmes de fermeture des parkings soient plus régulièrement entretenus. Non, mais ils sont entretenus, simplement ils sont vandalisés, monsieur Travers. C'est tout à fait autre chose. Ils sont vandalisés à rythme régulier. Alors, je comprends que certains s'amusent justement à casser cela pour pouvoir y rentrer. D'ailleurs, on s'aperçoit que sur certaines places de parking, ils ont mis 2 voitures, 3 motos, etc., etc. Donc je pense que certains le font exprès. Alors sur la crue de la Seine ensuite, deuxième sujet d'actualité qui nous a tous touchés ces dernières semaines, angoissés. Donc lors de la crue de la Seine, une partie de l'île a encore été inondée au mois de janvier, notamment le parc Le Baudy, dont les installations avaient été refaites après la crue de 2016. Et sur les quais de Seine, côté ville, les sous-sols d'immeubles ont encore été inondés, heureusement pas gravement, mais voilà. Donc des pompes ont été mises en place, voilà, c'était un peu difficile. J'habite près de la Seine, et donc j'étais moi-même, enfin la résidence a été elle-même concernée, donc je sais ce qu'il en est. Alors, des pompes auraient pu être prépositionnées par la commune afin d'éviter l'inondation de parking et de caves de particuliers, même si ce n'est pas votre obligation, etc. Enfin voilà, il y a un service public à rendre sur ce terrain, considérant en effet qu'une crue plus importante surviendra sans doute un jour, malheureusement, plutôt qui est particulièrement exposé, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour, le moment venu, protéger le plus possible la ville et ses habitants des conséquences d'une telle catastrophe. Et là, on l'a vu encore, j'en ai été témoin, tout n'a pas été fait. On s'est amélioré par rapport à 2016, mais il reste encore des actions sans doute à mener. Bien, je vous l'ai dit, il y a eu à un moment donné des caves inondées et des parkings inondés sur les quais de Seine, et j'ai vu passer un message d'une personne qui était un peu affolée de la situation, qui cherchait une pompe. La commune pourrait, parce qu'un jour, cette pompe on va avoir une grosse catastrophe, et donc il faut qu'on s'équipe, il faut qu'on se prépare. C'est ce qu'on fait, monsieur. Ça a été fait dans l'occurrence. Oui. Une personne, c'était sur la page, je crois, si tu viens plus tôt, etc., qui disait voilà, j'aurais besoin d'une pompe, c'est le jour où je peux en trouver une. Et donc là, j'ai pensé tout de suite que la commune aurait pu effectivement avoir ce type d'équipement et intervenir. Je lui ai laissé un petit commentaire en lui disant appelez la mairie. D'abord, la ville dispose d'un plan de sauvegarde communale qui est d'ailleurs régulièrement adapté afin de prévoir les mesures qui s'imposent. Vous l'avez dit,
effectivement, nous avons communiqué pour que justement les gens puissent prendre certaines dispositions. Nous avons travaillé non seulement avec les polices, mais également avec les bateliers qui ont été quand même les plus impactés par cette histoire. La crue, elle était identique à celle de 2016, mais loin devant celle de 1910. Oui, on était très loin, on n'était même pas à la moitié, en tout cas, c'était 4 mètres, je crois. Mais non, je pense que pour les années à venir, si ça arrivait, ça resterait dans ces zones-là, en tout cas entre celle de 2016 et 2018. Mais c'est vrai que ça arrive à rythme régulier, ce qui nous impacte. Ça nous coûte très cher d'ailleurs, hein, puisque... Pardon ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense pas, parce qu'on a eu quand même non seulement la crue, on a eu la neige, tous ces éléments-là ont fait que la Seine est montée, les affluents ont gonflé, etc. Donc les personnes qui ont subi ces inondations, elles ont été accompagnées. Il y a seul, c'est pour ça que je m'étonne un petit peu, c'est seul le parcours de l'Arsenal qui a connu les inondations et les titulaires concernés sont venus vers nous. Mais on n'a eu que ceux de l'Arsenal, ceux de chez vous ne sont pas manifestés. Je ne sais pas quelle est, parce que je ne sais pas quelle était la résidence concernée par cette personne. J'étais sur le site, en plus c'est un site que vous gérez, donc vous avez dû peut-être eu l'info remontée. Rue Voltaire, oui. Les pompes des immeubles fonctionnaient à plein régime. Oui. Nous, par exemple, nous avons la résidence de Seine, qui est justement, qui aurait pu être impactée, mais comme nous avons cuvelé, puisque nous sommes pratiquement dans l'eau, hein, nous avons cuvelé toutes nos caves et nos parkings, et donc nous n'avons pas eu, puisque Michel habite au rez-de-Seine, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. On n'en a pas eu non plus dans les petites résidences autour. Voilà, il n'y a eu que à l'Arsenal où effectivement les personnes sont venues nous dire ce qu'il en était. Donc c'est vrai qu'on a été très présents, qu'on a fait ce qu'il y avait à faire, et je vous dis surtout au niveau des bateliers, parce que alors là, l'eau était tellement montée, ils ne pouvaient plus accéder à leurs bateaux. Pour certains, ils ont été donc relogés dans leur famille, d'autres, nous les avons aidés grandement. Et voilà, et il y avait surtout M. Marchioni, qui est notre représentant élu, qui a été très présent à ce niveau-là. Et puis des points de situation ont été effectués quotidiennement entre d'ailleurs les services municipaux et également la préfecture. Voilà, la ville a demandé, comme on l'avait fait d'ailleurs en 2016, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, puisque tel est le cas avec d'autres communes concernées. Voilà, je crois qu'on l'avait obtenu d'ailleurs. Hein. Voilà, donc cette démarche va nous permettre d'obtenir un régime d'indemnisation qui, j'espère, sera assez favorable. Bon, je salue votre optimisme en disant qu'il n'y aura pas de crue supérieure à celle de... Ah non, je ne sais pas, je dis simplement qu'on fait tout en tout cas. Nous avons des pompes un petit peu partout, nous avons fait en sorte de cuveler et nous avons pris donc nos dispositions. Alors, autre question concernant le quartier Bellini. Le quartier Bellini est cette année, pour plusieurs mois encore, en plein travaux. Plusieurs tours sont en construction, reconstruction. Pour les habitants du quartier, c'est une période un peu difficile, très difficile. Ils subissent le bruit. Alors, on m'a indiqué qu'à partir de 6h15, il y a eu des travaux. 6h15 du matin. Ils subissent les poussières, évidemment des difficultés pour circuler sur les trottoirs. Donc, quand on voit aujourd'hui les photos de la rue Bellini ou le chantier qui est à l'angle de la rue, on mange un peu plus sur la chaussée, et d'ailleurs il y a un passage piéton qui est très dangereux parce qu'il n'y a plus du tout de visibilité et les voitures vont quand même assez vite dans cette rue-là, donc je vous invite à regarder le passage piéton en face du chantier. Et donc il y a aussi des difficultés pour les piétons sur les trottoirs et pour les automobilistes qui ne trouvent plus à se stationner dans un quartier qui manquait déjà de parking. Et donc, que comptez-vous faire pour réduire ces nuisances immédiates? Oui, c'est vrai, M. le maire, qu'il y a deux opérations d'importance de démolition. Pour l'instant, il y en a deux, pour lesquelles les opérateurs ont démoli et ils sont en train donc, de reconstruire et que ça génère, c'est vrai, de la gêne et des désagréments pour les riverains. La ville a été très intransigeante
avec les entreprises. Moi, j'ai cité un arrêté qui dit qu'on ne peut pas faire de travaux avant 7 heures. Donc à 6h15, c'est bien trop tôt. J'ai demandé également à la police municipale d'effectuer des rondes et de verbaliser si nécessaire. D'ailleurs, le samedi, ça doit être exceptionnel. J'aurais demandé de ne pas travailler justement tous les samedis. Donc on a échangé avec les promoteurs et les riverains du projet. Les promoteurs ont justement souhaité à ce qu'il y ait des informations importantes qui soient transmises justement aux riverains grâce à des affichages, aussi à des points d'information. D'ailleurs, ce que j'ai demandé à Mme Kerchouch, c'est que justement ces points d'information soient mis sur le site internet, mais elles sont affichées aussi à la bord du chantier. Donc elles seront, comme je vous l'ai dit, relayées sur le site internet, et puis je pense qu'il est nécessaire, et je l'avais promis, à ce qu'une réunion ait lieu. Elle aura lieu dans les jours qui viennent. Elle aura lieu à l'école la plus proche, donc c'est l'école de la Rotonde, sur justement ce sujet des constructions autour de Bellini. Concernant les problèmes de stationnement. Oui, justement, nous avons réservé, demandé aux promoteurs un certain nombre de places, puisque c'est vrai que dans ces endroits-là, nous n'avons pas de parking et que ça manque sérieusement, les places manquent sérieusement. Donc nous aurons une quinzaine de places qui nous seront dédiées en ce qui concerne le premier programme, et un peu plus, en tout cas nous l'espérons, dans le deuxième. Alors ensuite, des questions de plutôt lien de Mélodie. Les actions sont-elles prévues pour que par notre maire, pour garantir la sécurité et la tranquillité des habitants du Haut-Puteaux, suite au cambriolage, incendie, courses de voitures et de deux roues, deal de drogue, etc. Une proposition d'annexe du commissariat a recueilli des votes en ligne, par exemple. Et, alors, dans la même, c'est le même courrier, donc il y a plusieurs questions, je vous les donne toutes les trois. Est-il prévu d'installer des commerces, services et infrastructures de sport? Attendez, là on parle dans tous les sens. Non, mais c'est Mélodie, toujours. Ah, c'est toujours Mélodie. Oui. C'est joli ça. Voilà, c'est trois questions en fait. Super. De nombreux logements neufs ont été livrés, d'autres à venir, des écoles, un hôtel, mais il n'y a presque aucun commerce ni service dans ce quartier. Et puis des actions sont-elles prévues pour une meilleure liaison entre l'eau et le Haut-Puteaux, chemin d'accès piéton, piste cyclable, des bus éoliens plus fréquents. Donc vous voyez, là vous avez une habitante du Haut-Puteaux qui se plaint d'un certain nombre de sujets qui reviennent souvent. La sécurité sur le Haut-Puteaux, le fait que le Haut-Puteaux se sent pas abandonné, mais en tout cas mal considéré par rapport au Haut-Puteaux. Je ne sais pas si c'est une réalité, moi j'habite le bas, donc je ne me rends pas compte, mais je ne sais pas si c'est une réalité, ou en tout cas moins compte, ou non, mais en tout cas c'est un ressenti correct. C'est vrai que quand on va dans le Haut-Puteaux, peut-être qu'il y a moins de services qui existent. D'où notre projet de commissariat municipal sur le Haut-Puteaux. Tout d'abord, en lisant justement la question que vous posez aujourd'hui, d'abord je suis ravie de voir que vous vous inquiétez au niveau de la sécurité, puisque je ne vous ai pas vu voter pour notamment la vidéoprotection, etc. Donc je suis ravie qu'aujourd'hui, vous inquiétez de ce paramètre. J'apprécie vous inquiétez de mes positions. Je vous ai dit, j'ai dit ce que j'ai à dire pendant de nombreuses années sur la vidéosurveillance. Oui, vous n'avez jamais répondu à mes questions sur ce sujet. Je vous ai dit que je voterai pour la vidéosurveillance à partir du moment où on me montre les rapports d'efficacité de cet outil surveillance. Vous les avez tous, sauf que vous ne les communiquez pas. Il faut savoir que il faut informer les putéoliens que cet outil coûte plusieurs millions d'euros et que nous n'avons aucun rapport sur l'utilité de cet outil sur Puteaux. Nous avons le CLSPD qui se réunit, pour lesquels chaque année, devant d'ailleurs le procureur et également le préfet, tous les chiffres sont donnés et nous sommes d'ailleurs communiqués. Oui, sauf que madame, ça fait 10 ans que je vous le demande. Non. Si, depuis que la vidéosurveillance est à Puteaux, je vous demande chaque année
années, et à chaque fois vous dites vous votez contre, vous êtes contre la sécurité. Oui. Non, Grâce à la gestion. vidéoprotection aujourd'hui, nous avons pu justement découvert ces 3 jeunes qui ont mis le feu. Donc la vidéo, c'est très important. C'est un outil essentiel. Je suis pour la vidéosurveillance dans les parkings souterrains. Vous avez bien changé. Mais non, je n'ai pas du tout changé. Relisez mes premiers écrits, je disais la vidéosurveillance est utile dans un certain nombre de cas, et notamment dans les parkings souterrains. Donc bien sûr, il faut des parkings. Là où il y a des lieux fermés, semi-publics, etc., je me demande l'utilité de 450 caméras ou 500 caméras. C'est intéressant de dire également éolien. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais toujours est-il que votre réseau de vidéosurveillance n'a pas empêché l'incendie, n'empêche pas la drogue. Alors vraiment, dans plutôt la drogue, c'est devant tout le monde. Un dimanche après-midi, je suis dans Puteaux, je marche dans la région de Brest face au Monoprix. Alors vraiment, là, c'est grand jour, hein. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas que là. J'habite rue Voltaire, on vit plutôt. Et puis dans le haut, alors Mélodie, mais je reçois sans arrêt des messages de gens qui me disent ça. Donc votre sécurité, votre vidéosurveillance qui a coûté 9 ou 10 millions d'euros depuis 10 ans. Oui. Mais si on pourra vous donner des chiffres également de personnes que nous trouvons d'ailleurs en fumant ces cigarettes artisanales, comme ils disent, et nous les attrapons à un rythme régulier. Donc par conséquent, on ne peut pas dire que cette... Plutôt n'a pas sentiment. Bon, écoutez, Mélodie, en tout cas, elle écrit la chose suivante: proposition d'annexe du commissariat. Je suis désolée de jouer sur la sémantique, mais les commissariats dépendent de l'État. Par conséquent, déjà, on essaie de garder d'autres commissariats, puisque le préfet nous a réunis en nous disant qu'il voulait restreindre nos effectifs, notamment la nuit, ce qui est une aberration. Donc, par conséquent, c'est pas la peine d'imaginer un deuxième commissariat. C'est le commissariat de la police municipale, vous savez. Oui, mais c'est pas le commissariat. C'est pas un commissariat. Il ne faut pas jouer. Elle parle de la pétition, donc c'est notre proposition de commissariat. C'est pas le commissariat. Donc nous continuerons d'étendre la vidéoprotection, et bien sûr, notamment dans le Haut-de-Puteaux et surtout dans l'écoquartier des Bergères, où il y aura à peu près 80 caméras qui seront postées. Comme ceux qui étaient dans le parking, les mêmes. Non, pas les mêmes. Non, il y en aura sur la voie publique, il y en aura dans les parkings, etc. On a fait énormément de choses, via donc d'ailleurs le maire adjoint, M. Badet, qui travaille sur le sujet, et remarquablement, on a acheté un deuxième poste annexe mobile, qui est très important. Donc vous savez, le plus important, c'est pas d'avoir un poste, c'est d'avoir des hommes, et que les hommes, on les voit, qu'ils soient à l'extérieur. D'ailleurs, ils vont faire quelques campagnes d'importance, et ils seront davantage dans les rues. On a mis aussi le kit d'alerte concernant les commerçants, et qui marche fort bien, une brigade cynophile qui a été créée. Donc je pourrais poursuivre tout cela à cette liste d'actions que nous menons pour la sécurité de nos habitants. En tout cas, grâce à nos efforts, et ce depuis 2014, le taux de délinquance a baissé, il est passé de 30%, ce qui est quand même un chiffre important. Et à ce jour, durant l'année 2017, de jour comme de nuit, 418 sécurisations pédestres ont été effectuées, pour plus de 20 interpellations, via également l'appui de 12 caméras, donc comme je vous le disais, de vidéoprotection. Voilà, nous redoublons donc l'effort, notamment sur le Haut-de-Puteaux, et cela va continuer. Voilà, comme je vous le disais, je pense qu'un poste de police ne changera rien. Ce qui est important, ce sont les effectifs qui doivent être sur le terrain. Voilà, alors moi je regrette que tous ces problèmes de délinquance soient aussi dus à la proximité de Nanterre. Monsieur Jarry y vient, tout doucement mais sûrement, et j'en suis ravie. Il a décidé de mettre lui aussi en place la vidéo. Voilà, il commence à s'intéresser au sujet. Je pense que c'est un peu tard, surtout quand on voit les populations qui vivent dans les touraillots. Il a lui-même, a une vision pour l'avenir, de manière à faire en sorte que tous ces habitants de des touraillots puissent aller ailleurs, et requalifier donc ces habitations, soit en atelier d'artistes ou en bureau. Donc voilà, donc il faudrait
on serait ravis que cela change, de façon à ne pas avoir effectivement toutes ces populations sur notre territoire. Ils viennent voler chez nous et ensuite ils se cachent à terre où ils savent qu'ils sont impunis puisqu'il n'y a pas de vidéo et qu'il n'y a rien justement pour les attraper. On est méchants aux étrangers. Non, pas méchants étrangers, d'abord ce ne sont pas des étrangers. Bah si, il y a Ce sont des chez Français. nous, ce ne sont pas plutéoniens, c'est des étrangers. C'est parce qu'on n'est pas plutéonien qu'on est étranger, monsieur, quand même. Ah bah si, tout ce qui n'est pas Faites attention à la séance. Ah bah, attention à la formulation. Bien chez nous, manger le pain, les plutéoniens, c'est ça. Allez, Marie. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, on n'a pas fini sur Mélodie. Ah oui. Mélodie, elle voulait aussi prévu l'installation de commerce dans le Puteaux. J'ai déjà répondu à votre question. Déséquilibre entre non, mais ça va venir, ça c'est qu'une question. C'est un quartier en devenir. Par conséquent, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas tous les commerces voulus. Il y a quand même les 4 temps qui sont proches aussi de ce quartier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une épicerie bio qui va s'ouvrir, le cabinet dentaire, les médecins qui sont déjà d'ailleurs en action, un boulanger qui sera également là, et d'autres commerces, bien sûr, vont voir le jour. Ils seront d'importance, puisqu'il y a un grand magasin qui sera installé sur le rond-point des Bergères, et également une jardinerie. Plus, bien sûr, des cafés, un grand restaurant sous la serre, etc. etc. Voilà, je voulais aussi en profiter, puisque la question m'est posée, pour vous dire qu'une maison de quartier, de l'écoquartier, va ouvrir prochainement. Donc il y aura une maison de l'écoquartier avec tous nos projets, et puis les promoteurs autour viendront donc faire connaître aux Putéoliens ce qui va être fait en ce lieu. C'était une de nos propositions en 2014. C'est déjà fait. Alors, ensuite, dernière question, puisqu'il reste 5 minutes, de Marie. Comment se fait-il que les problèmes d'éclairage public ne soient toujours pas résolus? Effectivement, il y a eu vraiment beaucoup de problèmes d'éclairage public, de réseaux qui sont tombés. Et il n'y a pas que l'éclairage public qui subit des défaillances, puisque nous avons eu 3 jours de panne, également eu à Nathalie France, cette fois-ci du réseau et EDF. Je ne sais pas de quel problème d'éclairage vous voulez bien parler. En tout cas, M. Grével, il est évident qu'il peut arriver des coupures. Bon, il y en a eu certaines. Elles ne sont pas tout le temps du fait du réseau de la ville. J'ajoute que de nombreuses villes ont été touchées, notamment en raison des inondations, qui ont connu justement une dégradation de leur réseau. Donc c'est aussi des conditions climatiques et qui ont fait qu'il y ait davantage de pannes. Les problèmes que vous évoquez donc sont-ils en lien? J'en sais rien. En tout cas, les inondations, les fortes chutes de pluie ainsi que la neige ont fortement augmenté le niveau d'humidité dans les champs, m'a-t-on dit, et endommagé les fils connectiques électriques. À Puteaux, il y a quelques pannes causées par cette humidité dans les 480 chambres qui sont donc sur Puteaux. En général, les problèmes rencontrés sont des problèmes qui sont très isolés et surtout, ils sont réglés dans les meilleurs délais. Alors, c'est vrai que de temps en temps, il y a eu un jour, voire 2 jours, je crois, au maximum, en tout cas de non-éclairage. Voilà. On a 70% de notre réseau qui a été refait, donc il y a 30% qui sont encore à refaire, même s'ils fonctionnent, mais au fur et à mesure justement la réfection de nos rues, parce qu'il faut faire des tranchées, nous mettons tout notre réseau en ordre. 70% a été refait sur quel délai, sur quelle période? Ça, oui, sur les 6 dernières années. Sur les 6 dernières années, oui. vous avez refait 70% de la réseau. Et donc, en fait, ce sont les intempéries. L'explication sont les intempéries. L'explication qui nous a été donnée, c'est ça. C'est qu'en fait, l'humidité faisait en sorte que ça sautait. Voilà. Mais il n'y a pas eu quand même... Et quel est le délai pour les 30% restants? Vous donnez quel délai pour faire 30% restants? On va en faire pas mal cet été, parce que je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de rues, dont la rue Rougélie, je ne sais plus, il y avait 4 rues qui vont être refaites. Donc dans ces 4 rues, on va remettre ça en ordre. Voilà, et puis je pense qu'après, dans les 2 années à venir, on aura tout terminé.
Je regardais là, les durées de la panne, c'est un jour au maximum. Hein. Je n'ai jamais plus. Voilà, présence d'eau en quantité importante dans les chambres. Disjonction de la protection de la cellule et fusion d'un fusible, humidité dans les connectiques. Voilà ce qui explique un petit peu cela. Y a-t-il d'autres questions, monsieur le maire? Voilà, donc je fais la séance. Merci beaucoup. Vous avez la date du conseil budget dans les airs? La date du prochain conseil par rapport. Mais je suis devant, je suis pas à l'intérieur, je suis juste à la place à droite. Après les grilles? Ouais. Non, non, avant les grilles, mais après le volet roulant. Après le volet roulant. Ok. À tout de suite. Ah, Monsieur Ganassi, on a été coupé de chauffage pour vous savez, on a été coupé de chauffage une journée pendant l'école froid et d'eau chaude pendant 2 jours. Vous êtes pas lavé? Je me suis surtout très gelée. Donc je vous remercie de veiller à ça. Promis. On fera un rapport. Bonne soirée.